Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. La crise des réfugiés, on en parle évidemment depuis plusieurs mois, aussi bien ici au Parlement européen de Strasbourg qu'à Bruxelles. On en parle beaucoup depuis le début de cette semaine. Où est-ce qu'on en est, sachant que, comme tout le monde l'a souligné, cette question des réfugiés est en train de résonner, sinon comme le moment, en tous les cas comme un grand moment de vérité pour l'Union européenne, qui jusqu'à maintenant, en tout cas, s'est gravement délité sur cette question. Et on en a encore eu un témoignage ce matin en assistant aux débats qui ont eu lieu ici au Parlement de Strasbourg. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous, bien sûr. Sylvie Guillaume, vous êtes vice-présidente du Parlement européen et groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Et vous revenez d'une mission en Turquie où vous avez été dans un certain nombre de ces camps où les réfugiés sont accueillis à l'heure actuelle. Vous allez nous en parler parce qu'au-delà des débats et des discussions politiques, il y a une réalité de terrain qu'on ne mesure peut-être pas toujours à sa valeur exacte pour ce qu'elle représente. On va en parler dans quelques instants avec vous. Stelios Kouloglou, vous êtes député grec, évidemment concerné au premier chef par cette question des réfugiés. Et vous êtes membre, je le rappelle, du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Et puis Pascal Durand, merci d'être là également. Vous êtes député européen, bien sûr. Vous faites partie du groupe Vert Alliance Libre Europe. Commençons peut-être, on le disait avec vous directement, Sylvie Guillaume, qu'on comprenne un petit peu quelle est la situation sur place, où vous a mené exactement votre mission. Et quelle est la situation, quels sont les constats que vous y avez faits, puisque j'imagine que vous n'étiez pas allé avant la situation qu'on connaît à l'heure actuelle sur ce secteur de la frontière entre la Turquie et la Grèce. Expliquez-le un petit peu. Mais la situation était très différente. Voilà, c'est ça. Très différente. Alors juste pour serrer les choses, la situation qu'on est allé voir, c'est la situation à la frontière avec la Syrie, sachant que dans les choses à surveiller, il y a aussi ce qui se passe du côté de l'Est de la Turquie avec les départs depuis Izmir. Mais là, effectivement, notre mission s'était concentrée sur les camps, les réfugiés. Un chiffre, 2 700 000 personnes syriennes arrivées sur le territoire. Nous sommes allés à Gaziantep, qui est vraiment au-dessus d'Alep, au-dessus de la frontière. 300 000 personnes sur place et un camp. Nous, on a visité un des nombreux camps sur place qui contenaient une partie en container, 5 000 personnes, une moitié d'enfants, des gens qui pour certains d'entre eux sont là depuis 4 ans, des enfants qui sont nés sur place et donc très bien équipés. Là, de ce point de vue, on peut décerner par rapport à certaines situations connues en Europe un label de 5 étoiles sur comme Calais, par exemple, disons-le. Mais là où c'était assez intéressant, c'est de contourner un peu la visite obligatoire. Et comme j'ai un peu l'esprit frondeur aussi moi-même, j'ai demandé au directeur du camp de me montrer certes la partie en dur et puis celle qu'on ne voulait pas forcément nous montrer, qui était à côté sous forme de tente. Et là, 10 000 personnes, évidemment, là aussi, des facilités, c'est-à-dire supermarché, école, atelier, etc., hôpital, mais effectivement des conditions d'existence précaires. Je précise quand même, la chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que sur les 2 700 000 personnes maintenant syriennes sur place, 10% sont dans les camps. 10%. Ça veut dire que 90 autres % sont ce qu'on appelle les réfugiés urbains, les invités, disent les Turcs urbains, qui vivent en ville, là à Gaziantep, dans des conditions extrêmement précaires. Nous, on a visité des familles, 13 personnes dans un espace extrêmement réduit, très insalubre, avec 12 degrés peut-être dans la pièce et un bébé d'1 mois, des gens qui ne travaillent pas, dont les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas assez de classes et que la question du langage se pose. Il faut quand même savoir si on continue d'apprendre le syrien parce qu'on a le sentiment qu'on va repartir ou si on se met tout de suite à apprendre le turc ou les deux. Il manque 6 000 classes sur place vers Gaziantep, donc une situation extrêmement précaire. Des associations qui aident ces réfugiés, qui ont des baisses de crédit assez importantes. J'insiste là-dessus parce que quand il s'agit par exemple du programme alimentaire mondial, ça a un intérêt et un impact direct sur la vie de ces familles. Et puis on a eu l'occasion de voir évidemment tout un tas d'officiels qui ont un discours un peu dans une sorte de tunnel, on va dire, à la turque. Et aussi, et j'y insiste pour ne pas être trop longue d'une phrase, de rencontrer également des associations turques, qui travaillent dans le domaine des libertés civiles et de la justice et qui nous ont décrit une situation sur les libertés civiles
extrêmement difficile, extrêmement délicate. Donc, il C'est- insistait à la fois Oui. sur la situation des migrants et à la fois sur la situation des Turcs, avec un pouvoir dont chacun peut reconnaître qu'il est sur une dérive autoritaire extrêmement lourde, avec des attaques sur la presse, sur les On va en universitaires, parler tout à et l'heure. donc ça, bien sûr. sur les médias, Bien sûr. qui est vraiment tout à fait inacceptable. Donc, simplement, je vous repose cette question parce qu'évidemment, Pardon. ce que vous y avez vu sur place nous importe tout particulièrement. On est là dans la première étape de gens qui fuient évidemment les combats en Syrie, effectivement, Alep est juste à côté, et certains qui sont là depuis longtemps. Vous avez parlé quand même avec eux. C'est quoi? Ils veulent aller où? Quel est leur souhait? Qu'est-ce qu'ils veulent faire au juste? Quelle est leur intention en fait? C'est très diversifié parce que les familles sont diversifiées, que les parcours individuels sont diversifiés. Il y a des gens qui sont là depuis très très longtemps et qui sont dans une espèce de nomad's land et d'impasse personnelle, d'impasse familiale, d'impasse de vie, un peu coincés entre deux Comme choses. on peut connaître au Liban, comme on a Exactement. pu connaître on a pu connaître en Cisjordanie. Exactement, parce qu'il n'y a plus d'espace. Les Les familles plus jeunes, les jeunes gens, ceux qui sont nés sur place ou qui ont grandi sur place, évidemment, leur rapport à ce trajet et à cette perspective de vie est extrêmement différente. Donc, rien ne sera réglé en totalité dans leur parcours de vie. Il y a ce qui est produit par la Turquie. Moi, j'ai beaucoup de critiques à formuler sur le pouvoir turc et sur la façon dont s'organise ce deal, sur lequel on reviendra probablement dans un instant. Mais au moins, je reconnais que les facilités de vie, elles ont été produites pour 10% de cette population existante. Ça ne règle en rien la trajectoire de ces personnes. Ayons une dernière chose en tête, c'est que quand la guerre en ex-Yougoslavie a été terminée, 70% des gens qui étaient réfugiés en Allemagne sont rentrés. Oui. Pascal Durand, vous vouliez dire un mot aussi sur ça, sur cet accueil, ce premier accueil, on va dire, dans ces camps, puisque c'est quand même ça la première étape. Non, d'abord, la première des choses, c'est qu'avant de parler de la Turquie, il faudrait qu'on regarde aussi dans quelles conditions nous recueillons ces réfugiés. Moi, il y a quand même quelque chose qui me marque énormément. C'est que ces populations sont des populations en détresse. Je veux dire, quand on fuit la guerre, quand on fuit la misère, quand on fuit les bombardements, qu'il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées, c'est pour eux, évidemment, une situation insupportable. Il ne faudrait jamais oublier cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on traite ces personnes, notamment quand on en parle en France, bien confortablement installées, etc. On est en train d'en parler comme des gens qui viendraient profiter d'une situation. Il ne faut pas avoir vécu de conflit, il ne faut pas avoir vu la misère. Quand on parlait, effectivement, quand vous disiez tout à l'heure en Cisjordanie ou ailleurs, ces situations-là sont des situations qui durent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui sont des situations de misère inacceptables. Je le dis parce que Sylvie Guillaume parlait de la réception 5 étoiles. Je veux dire, quand j'entends, moi, en tant que Français, que Médecins sans frontières vient dire que les conditions dans lesquelles on accueille en France des réfugiés qui sont sous statut. Encore une fois, ces gens-là ne sont pas des hors-la-loi. Ils ont été reconnus reconnus, ils ont le droit de demander l'asile dans tous les pays dans lesquels ils se présentent. L'Union européenne a voté et a signé la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc ces gens sont légalement admissibles à postuler pour une entrée en Europe. Et donc la situation dans laquelle ils se trouvent est absolument indigne. C'est un terme, le mot dignité est un mot qui devrait revenir plus souvent. Avant de parler de solidarité, on devrait parler de dignité. On ne peut pas être solidaire avec des gens qui ne sont pas traités comme des êtres humains. Donc, effectivement, bien sûr que je reconnais, après on va parler de la Turquie, on va parler des conditions, mais en amont, j'aimerais quand même qu'à un moment ou un autre, les gens, je parle d'une manière générale, les politiques, mais pas simplement, se souviennent qu'ils sont en train de parler d'êtres humains dans la souffrance, dans la détresse et dans la misère. Une fois qu'on a posé ce principe-là, alors peut-être, après, on peut se donner les moyens d'essayer de traiter différemment. Mais simplement, c'est là-dessus que je voulais réagir, c'est-à-dire que je n'arrive pas à accepter le fait qu'on parle de ces gens-là comme étant des personnes qui viennent profiter d'un système. C'est insupportable. Voilà. Ça. Alors ensuite, bon, on l'a dit tout à l'heure, Stelios Kologlou, en tant que député grec, vous êtes évidemment la Grèce, on aura l'occasion d'en reparler sous différents angles, particulièrement concernés par la question des réfugiés. Revenons sur cette situation dont on entend tous les jours, évidemment, on a des informations nouvelles tous les jours, mais sur la situation que connaissent actuellement les îles de la mer Égée grecque, qui sont en face
Grèce, très proche pour certaines, je pense à Lesbos, proche de la côte de la Turquie. Quelle est actuellement, aujourd'hui, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises au cours de nos débats, quelle est la situation actuelle de ces arrivées de personnes? On lit là, on apprend que tous les jours des gens arrivent en réalité, et que les chiffres depuis le début de l'année d'arrivée sont extrêmement importants. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Lesbos, l'année dernière, 2015, c'était au mois de février 2000 personnes. Tandis que cette année, ils sont arrivés presque 40 000 personnes. Ça veut dire 20 fois plus que l'année dernière. Alors maintenant, il y a quelques 35 000 personnes bloquées en Grèce, dont une quinzaine de milliers de personnes sont bloquées à la frontière avec les gréco-macédoniens. Alors on va en reparler, puisque pour qu'on comprenne bien ce voyage entre guillemets, j'imagine, Sylvie Guillaume, que vous avez rencontré des gens qui vous ont dit nous on va partir, on va tenter à un moment donné, et ça ne peut passer que par effectivement la traversée de la mer Égée, cette traversée plus ou moins longue selon les îles qu'on a devant soi. En tout cas, effectivement, il y a, une fois qu'on est sur le territoire grec bien entendu, on essaie de gagner l'Europe, et là on se trouve maintenant bloqué, puisque si on a bien compris, et vous allez sans doute me le confirmer, la frontière avec la Macédoine, c'est-à-dire la frontière nord de la Grèce, qui est la porte d'entrée pour ensuite la fameuse route des Balkans dont on parle et dont on va reparler. À l'heure actuelle, les réfugiés sont bloqués, elle est fermée, on est bloqué à cette entrée. Donc les réfugiés vont soit à cette frontière macédonienne, à Athènes aussi. Ah, ils sont partout. Maintenant, ils sont partout. Il y a des gens qui sont désespérés. Ils espèrent toujours de partir, mais ça devient de plus en plus difficile. Alors, ils essayent de trouver des autres voies pour échapper et arriver au paradis. Supposé. Entre guillemets, Oui. mais comme aller pas à travers le Fyrom, mais à travers l'Albanie ou bien à travers la Bulgarie, des choses. Là, il y a... mais là, ça devient de plus en plus difficile. Donc si on résume, on se rend compte... Allez-y, intervenez. On parlait de la route par l'Albanie, qui sera plus dangereuse et plus chère que... C'est parce qu'on trouve toujours un chemin. Voilà, ils trouveront toujours, ça sera toujours plus long, plus difficile, plus de souffrance, plus de morts. Mais le passage, ils le feront toujours. Oui, parce que les réfugiés sont comme de l'eau. Si l'eau coule, les barrages. Faites toujours... Faites attention à cette référence. Il y a eu quelques événements en France qui ont parlé de ça, qui étaient particulièrement malvenus, mais vous pouvez le savoir. Simplement, si on résume, ça veut dire qu'on parle au niveau européen de la question des réfugiés, non pas depuis 15 jours ni un mois, mais depuis déjà plusieurs années, et spécialement depuis cette rentrée. Il est vrai, rappelons-nous-le, on avait l'occasion d'en parler hier dans un autre débat, qu'ici même, il y a quelques mois, c'est-à-dire au mois d'octobre, nous avions un président, nous avions le président de la Commission qui venait dire ici, nous sommes tous des descendants de réfugiés, ils sont chez nous ici, il faut les accueillir, notre richesse c'est les migrants, etc. On se rend compte quand même aujourd'hui. Oui. On a énormément changé. Alors moi je voudrais dire un mot là-dessus, parce que c'est peut-être le seul exemple, et Dieu sait que je suis assez critique à l'égard de cette commission sur beaucoup de sujets, mais c'est là, à ma connaissance, un des seuls exemples où la Commission européenne a fait son rôle de défense de l'intérêt général européen et est venue devant le Parlement soutenir et demander au Parlement de l'aider sur un accueil qui soit, je parlais tout à l'heure de dignité, qui soit décent à l'égard des populations. Et je tiens à dire quand même, parce que l'Europe a bon dos, entre guillemets, sur ce sujet-là, je tiens à dire que les États membres ont une responsabilité majeure dans le fait que nous n'ayons pas réussi à répartir de manière possible. Encore une fois, on parlait à l'époque de 20 000 personnes. C'était ça la thèse il y a encore 2 mois, j'allais dire. Oui, mais l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants, c'est la zone la plus riche du monde, et on parlait à l'époque de 25 000 personnes. Et à l'époque déjà, un certain nombre d'États, au rang desquels la France, malheureusement, s'est illustré en disant il n'est pas question de céder, et le terme avait été utilisé par notre Premier ministre, au diktat
de Bruxelles, qui c'est rappelait C'était pas d'autres tout à fait histoires. ça. Et il est même allé le dire à la frontière à Menton avec M. Estrosi, député-maire Les Et Républicains. Ciotti. Mais non, Ciotti. Ciotti en plus, si vous voulez. Il y avait la totale. Il n'y a pas de problème, c'était l'Union nationale à ce moment-là. Non mais simplement, Oui. les États ont une part de responsabilité majeure. L'Europe, pour une fois, a essayé de faire son travail et essayer de répartir de Oui. manière La- humaine. La Commission. Parce que c'est La exactement Commission. C'est ça. Non mais je ne parle pas du Conseil. C'est exactement la question Tout ce qui qu'on représente posait au les États départ. a bloqué. Alors, Là, Pourquoi ce hormis- changement Hormis la question sur Manuel Valls, Hormis les évidemment. petites banderies que sont vient pas des de banderilles, balancer malheureusement. Pascal sur On a cru sur Jean-Claude certains Juncker, sujets, quoi. je partage vraiment beaucoup de choses qu'il a dites et qui sont consécutives aussi à ce que le Parlement dit depuis longtemps. On a toujours préconisé Absolument. une politique, alors eux ils ont traduit ça en disant holistique, en gros un truc coordonné, qui part du moment où il y a un problème, où est la source d'immigration et pourquoi, jusqu'au moment où les gens s'intègrent en passant ça. par les voies d'accès, les voies légales, comment on fait tomber les voies irrégulières attitude en rationnelle, créant quoi, voilà. des corridors Exactement. légaux. Partage. Donc ça, quand la Commission arrive avec un plan, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils comprennent, et je pense que le commissaire Avramopoulos, il se fait agonir en ce moment, mais moi je pense franchement qu'il a eu le courage d'aller dans ce sens. Il a présenté quelque chose soutenu par Juncker, aussi par Timmermans. Et à un moment donné, ça a rencontré l'objectif du Parlement européen. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. exactement ce qu'a dit C'est pour Pascal. ça que- C'est-à-dire voilà. que la volonté collective, on balance ça en disant c'est l'Union européenne. La réalité, c'est que c'est les États membres qui n'ont C'est ça. pas accepté Ils ont un bloqué. système de relocalisation qui soit obligatoire. Ils ont dit non. Donc à partir du moment où c'est pas obligatoire, eh ben on se retrouve avec 600 personnes qui ont effectivement fait l'objet de cette relocalisation. Entre parenthèses, la France est le premier bon élève dans cette affaire. Je ferme la parenthèse pour Pascal. Je Mais sur un répondrai pas. petit volume, Pas sur un politiquer. petit volume, Très petit c'est le volume. plus gros volume du petit volume. Voilà. Mais ce qui reste dans les mémoires de tous comme un échec complet des États membres, c'est ces 600 personnes sur les 160 000 qui devaient être l'objet de cette relocalisation. Alors maintenant, on arrive dans un débat, dans un troc, ce qui nous est proposé par la Turquie, on y reviendra sûrement. on va en C'est parler. un troc, c'est-à-dire en gros, faudrait qu'il y ait un Syrien qui se noie ou qui manque de se noyer dans la mer pour qu'il y ait un Syrien qui soit passé par les voies régulières Ce pour qui était rentrer. dit ce matin dans le débat. C'est quand même sordide. Un Syrien noyé contre un Syrien accueilli en Europe. Simplement, pour qu'on comprenne aussi quelle est la situation de la Grèce, qui est compliquée pour les raisons qu'on connaît, pour les raisons de difficultés économiques, de chômage dans le pays, etc., qu'on comprenne bien dans quelle situation est la Grèce aujourd'hui par rapport, qui est le premier pays d'accueil de ces réfugiés. Qu'est-ce qui se dit? Quel est l'état de l'opinion? On entend dire plein de choses tout à fait extraordinaires sur le comportement des Grecs, notamment des habitants des îles, etc., par rapport aux réfugiés, dont on ne parle peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'il faut le dire, il faut le savoir, les Grecs sont extrêmement dévoués et font un travail extraordinaire pour accueillir les réfugiés dans des conditions extrêmement difficiles. Quel est l'état général de l'opinion à l'heure actuelle en Grèce? Dans une situation difficile. L'état général reste toujours très positif, très généreux. Il y a partout des actions de solidarité, pas seulement sur les îles concernées, mais aussi à Athènes, à Thessalonique, au nord, au Il y a un village. grand marché dimanche, je crois, à Athènes pour. On a C'est ça. ramassé des tonnes et C'est des ça. tonnes de C'est ça. vêtements et C'est ça. de la nourriture. Et puis, mais quand même, vous savez que c'est une situation qu'on peut changer. Parce que s'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent, ça pourrait, un seul incident, changer, sûr, comme bien c'était sûr, le cas avec bien les sûr. colonies Bien Köln en Allemagne. Vous savez, parce que c'était comme ça que l'aube dorée, dont on a vu le Les temps comportement d'embuscade. aujourd'hui dans le Parlement Des des insultes représentants qui a été racistes viré et expulsés. de l'Assemblée. Et alors, l'aube dorée attend au coin Bien sûr. pour qu'elle profite Bien sûr. de l'incident. la situation. Alors, ça devient de plus en plus difficile. Pour le moment, selon le sondage, 90% à peu près accueillent favorablement les réfugiés en disant qu'il faut les accepter, il faut les traiter de façon humaine et tout ça, mais que quand même ça devient de plus en plus difficile si on prend compte aussi si on tient compte de la situation économique, Bien sûr, et des questions de l'austérité qui a démantelé
les services publics et qui a fait beaucoup de gens qui n'ont pas. Il y a des familles, il y a des maisons tout entières qui n'ont pas à se chauffer l'hiver. Et ce sont les mêmes familles qui vont aux réfugiés pour partager avec elles celles qu'ils ont et qu'ils possèdent, mais ça devient de plus en plus difficile. Alors, on va revenir, après avoir décrit cette situation, à ce qui s'est passé en début de semaine à Bruxelles. Ce conseil, dont on s'est rendu compte ce matin, notamment au cours du débat qui a eu lieu ici au Parlement européen, qu'on avait du mal, enfin vous aviez tous, tout le monde avait un peu de mal à savoir exactement, à comprendre exactement ce qui se passait. Alors attendez, non, mais on en parlait avant, mais on va le redire, vous allez le redire. On s'est rendu compte aussi que l'attitude du Parlement, on va dire globalement, il y a des exceptions bien sûr, n'était pas du tout sur la ligne de ce qu'on a pu ressentir à la fin du Conseil de lundi. Alors l'un après l'autre, peut-être expliquez-nous comment vous interprétez ce qui s'est passé, sachant qu'évidemment, comme dans toutes les histoires dont on n'est pas trop fier, il y a toujours, on divise le morceau, il y aura toujours un feuilleton après, parce qu'on ne veut peut-être pas tout dire tout de suite. Là, on connaît la date d'ailleurs, il se revoit le 17 et voilà, 18. on se revoit le 17 et 18. Donc on a déjà Mais quelle est votre première réaction? Vous êtes tous intervenus ce matin, un certain nombre d'entre vous, en tous les cas, vous êtes intervenus dans l'hémicycle. Quelle est votre réaction à ce qu'on nous présentait comme la grande réunion? Alors maintenant on dit que c'est la prochaine, effectivement, c'est le 17 et le 18, mais qui était quand même une réunion importante entre l'Union européenne, entre le Conseil et le gouvernement turc. Je sais pas, moi le premier, alors c'est moi qui vais ouvrir. Vous piafiez d'en parler. Non, je piaffe pas. Malheureusement, tout ça est tellement dramatique que le sourire, effectivement, n'est pas de mise. Ce que l'on a vu, moi je voudrais quand même juste remonter un tout petit peu en amont, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, si je disais tout à l'heure quel est le fait des États membres qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord et à travailler de manière collective et solidaire, je tiens quand même à rendre hommage à ce qu'a fait Angela Merkel. Parce que Angela Merkel, dans un premier temps, a dit on ne peut pas laisser cette misère se développer, etc. On va accueillir, ça va être compliqué, mais on va accueillir. Et à ce moment-là, si Angela Merkel avait eu un soutien des autres États européens, et donc je ne vais pas polémiquer, je ne vais pas revenir sur la question de la France, de l'Angleterre, etc. Mais si elle avait eu ce soutien, elle aurait pu peut-être gérer différemment la crise. Et là, il se trouve que maintenant l'Allemagne se trouve confrontée à un problème majeur, parce que les vannes ont été ouvertes, puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement d'un afflux donc, de population, et que la population allemande ne peut pas gérer à elle seule, exactement comme la Grèce à son niveau ne peut pas gérer l'accueil de tous les réfugiés. Donc l'Allemagne ne peut pas trouver cette solution seule. Et là, on est en train, et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce sommet, on arrive à une situation qui est dramatique, c'est-à-dire que le pays qui a le plus ouvert ses frontières à l'accueil des réfugiés est en train de demander, notamment à la Turquie, de dire écoutez, faites en sorte, puisque l'Europe n'arrive pas à gérer en interne cette question, faites en sorte qu'on bloque les réfugiés en amont sur le territoire turc. Et ça, c'est évidemment un recul démocratique, un recul de l'état de droit majeur. Je l'avais dit en amont, les valeurs humanistes, les valeurs légales faisaient qu'à ce jour, toute demande était traitée au niveau européen, à savoir si la personne pouvait ou non accepter. Ça a été le grand basculement d'il y a un mois et quelques. C'est la première fois que donc, ce Conseil européen en fait acte de fait le fait qu'on va bloquer en amont donc des réfugiés qui demandaient et qui demandent asile à l'Europe. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour arriver à cet accord, qui n'est pas très clair encore et qui en plus semble illégal, mais bon, c'est qu'on a dû dealer, et là le terme de deal, ça a été dit tout à l'heure par marchandage, etc. C'est lamentable. C'est-à-dire que la Turquie est en train de faire un chantage. La Turquie qui est en train de devenir un pays de plus en plus totalitaire. Il faut quand même utiliser les mots. Les avocats, on parlait des journalistes, mais les avocats se font assassiner dans la rue. Les universitaires, le statut de la femme est en train de régresser de manière considérable en Turquie. Donc cet État qui est de plus en plus totalitaire en interne, donc qui répond de moins en moins aux normes acceptables pour l'Union européenne, est en train de faire un chantage pour obtenir de l'Union européenne ce qui, il y a quelques années, avait été bloqué déjà à l'époque. Donc on rentre dans une espèce de marchandage humain, vous l'avez dit tout à l'heure, quelque chose d'ignoble, qui consiste à dire on va en prendre un à condition que vous en repreniez un, enfin c'est quelque chose d'inimaginable. Et ça n'a pas résolu la seule question en réalité qui se pose en Europe, c'est comment
arriver à répartir, comment arriver à sortir du fait que c'est la Grèce, pays qui en plus connaît les difficultés qui sont les siennes actuellement et qui manque d'argent, tout simplement, qui manque d'argent pour accueillir les gens. Comment ne pas laisser peser sur la Grèce donc cette situation? Comment répartir? Rien n'a été résolu, absolument rien. On a promis de l'argent à la Grèce, j'attends de voir comment on va financer, parce que là... Et qu'est-ce qu'on va financer exactement? Et qu'est-ce qu'on va financer? Comment on va financer? Les gardes-frontières grecs n'y arrivent plus, on ne met pas en place, on aurait pu mettre en place des bateaux. Moi, je l'ai proposé il y a plus de 6 mois en plénière, le fait qu'on mette... À l'époque des Vietnamiens, reprenons, parce qu'on nous explique que ce n'est pas possible. Moi, je suis d'une génération où on a vu arriver les boat people. 150 000 Vietnamiens et Cambodgiens ont été accueillis sur le territoire, rien qu'en France, 150 000, avec des bateaux qu'on a envoyés. Là, on a été, et l'Europe se montre incapable de faire cette démarche. De faire franchir Donc, quelques milles. Autant vous dire que le Conseil, ce qui s'est passé là, ça n'est pas la gloire de l'Europe. Il y a une explication à ça, encore une fois. On n'a pas été au rendez-vous quand Angela Merkel a demandé de l'aide à l'Europe. On n'a pas été au rendez-vous quand M. Juncker est venu le demander. On n'a pas écouté le Parlement européen. Et donc, effectivement, la situation actuellement est dramatique, et humainement et juridiquement. Et Sylvie Guillaume, vous avez dit sommet de la honte, vous, carrément, ce matin. Oui, allez-y. Parce que c'est intéressant de reparler de l'attitude d'Angela Merkel il y a quelques mois. Parce qu'en même temps, c'était une décision totalement unilatérale. Bien sûr. Bon, il se trouve que là, pour le coup, elle était humaine. Donc, c'était un peu moins critiquable. Mais ça restait une décision unilatérale. Et Pascal a raison. Si on avait pu organiser à ce moment-là une réponse collective, on n'en serait probablement pas à ce qui constitue, à mon avis, un retour en arrière de la position d'Angela Merkel. Terrible. Bien sûr. Non, allez-y. Parce que si ce sommet commence maintenant avec ce deal indigne, c'est parce qu'ils se sont vus la veille sur une proposition des Néerlandais avec le Premier ministre turc sur ce deal-là. C'est-à-dire qu'on est passé d'une position extrêmement ouverte à quelque chose qui est extrêmement fermé parce que l'opinion publique allemande a considérablement beaucoup évolué. J'indique 2-3 choses complémentaires. C'est que ce qui est en train de se passer, c'est de la sous-traitance. C'est-à-dire que la solidarité interne à l'Union européenne ne fonctionne pas sur ce sujet, la co-responsabilité est à zéro, et donc par conséquent on se dit on va faire sous-traiter ça par quelqu'un d'autre, les Turcs les ont déjà, après tout ça devrait fonctionner. Je rappelle quand même que quand la Libye était dirigée par des individus particulièrement non recommandables, déjà l'Union européenne avait passé un accord pour que tout le monde qui montait de la Corne de l'Afrique reste bien campé sur place et ne franchisse surtout pas la Méditerranée. Dans cette affaire, le système, on en a parlé tout à l'heure, le système de relocalisation n'a pas fonctionné. Là maintenant, on nous voit un système de réinstallation, 20 000 personnes. Mon Dieu, 20 000 personnes, ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, on substitue l'un à l'autre, je ne veux pas être trop technique, on substitue un système à l'autre, on y rajoute des retours, pas forcément légaux, et on pense que ça va fonctionner. Mais comment ça fonctionne? Et dernier mot, parce que vous avez commencé par là, en indiquant qu'ils sont en train de discuter, commission et conseil, et que finalement le Parlement a eu ce gros débat aujourd'hui, mercredi. Je pense que c'était utile, parce qu'il faut faire passer le message que le rôle du Parlement existe et qu'ils ne vont pas pouvoir, seuls, à deux, dans le triangle institutionnel, régler la totalité. Donc il fallait que notre parole de parlementaire soit extrêmement forte aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Pensons aux opinions publiques, c'est-à-dire qu'on est en train de décrire un certain nombre de revirements qui rendent clairement la situation incompréhensible, puisqu'on ne sait pas ni les uns ni les autres, on sait vers quoi on va à l'heure actuelle, on peut le dire, avec des revirements permanents sur une période très très courte. Déjà que c'est compliqué d'expliquer l'Europe aux opinions publiques, mais dans une situation comme celle-ci, c'est carrément mission impossible. Comment on explique par exemple ce qu'on organise, peut-être Stélio reviendra là-dessus, on organise d'une certaine manière une cage en Grèce. C'est-à-dire qu'il y a des entrées, il n'y a plus de sortie possible. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? C'est-à-dire qu'on bloque à l'intérieur d'un pays qui est déjà en difficulté économique, des gens qui sont trappés à l'intérieur, bloqués à l'intérieur. Moi, je ne sais pas comment on peut décrire la situation autrement. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question tout à l'heure, Stelios Kouloglou. Comment les Grecs peuvent appréhender une situation comme celle-ci, compte tenu de ces atermoiements et de cette attitude de l'Europe qui, j'imagine, en Grèce est encore plus incompréhensible qu'elle peut l'être en France, par exemple, ou au Royaume-Uni? Écoutez, il y a un scepticisme des Grecs envers l'Europe qui augmente, qui était déjà à cause de l'austérité et de toutes les péripéties avec la dette et le gouvernement Syriza et tout ça.
et le désir de changer un petit peu la remède, la thérapie d'austérité, mais alors maintenant ça augmente. Mais quand même, il n'y a pas de gens qui... Maintenant, il n'y a pas une tendance de sortir de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est vraiment... Je vous donne un exemple. Par exemple, l'année dernière, on a essayé de changer la politique un petit peu. On a dit non, il faut respecter les accords. Point. Et on a essayé à la fin d'organiser un référendum. Comme réaction, on avait de tout ce que vous voulez, des ultimatums, des menaces et tout ça. Tandis que maintenant, on a un seul pays, l'Hongrie, qui va organiser un référendum pour accepter 1200 personnes. Pour accepter, pas pour les incorporer en tant que citoyens hongrois, mais seulement pour les accepter pour un certain au niveau provisoire. On ne dit rien. Il y a cet accord du septembre sur la relocalisation qui devrait être respecté par tout le monde. Il y a des pays qui ne respectent pas du tout. Il n'y a pas un seul, mais pas punition, mais même aujourd'hui, j'attendais quelqu'un de la part de la Commission de mentionner qu'il y a des pays qui ne se comportent comme selon les décisions collectives. Et c'est ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe avait une porte ouverte. La porte ouverte a été fermée. Elle a été fermée sous la pression de l'extrême droite qui monte partout dans l'Europe. Parce que ça, c'est la vraie raison. Et alors, pas en Grèce pour l'instant. Pas la Grèce pour l'instant, mais dans d'autres pays. Ils ont obdoré quand même. Ils ont obdoré qu'il est là. C'est évident que ça, c'est la raison principale, y compris à l'Allemagne, avec des difficultés que Mme Merkel affronte et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné les clés de la porte derrière, on a donné les clés au monsieur Erdogan. La stupide pour porte qu'il ouvre la porte quand il veut, il envoie je sais pas, de sujets là, quoi, c'est quoi ça? Ce sont des êtres humains, mais quand même on les traite comme des chiffres et tout ça. Mais c'est lui maintenant qui a les clés. Bien sûr. Alors il peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce que le problème qui se pose, c'est que est-ce que M. Erdogan est un allié fiable, sûr? Moi, je m'en doute beaucoup, parce que son comportement récent, tandis qu'aux premières années de sa règne, il avait beaucoup d'ouvertures et tout ça, il a changé beaucoup. Après, ces dernières années, il a complètement changé. Et maintenant, c'est lui qui a déclenché la guerre civile au sein de la Turquie et tout ce que nous... Est-ce que vous m'autoriseriez à poser une question? Allez-y, bien sûr. Attendez, on en a parlé pour éclairer le plus possible la situation. Il y a une idée absolument saugrenue qui m'est venue en tête. dont j'espère qu'elle ne se réalisera pas, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait aussi se négocier ou se discuter une sorte de deal qui dirait aux Grecs, acceptez donc des Syriens et on verra ce qu'on peut faire sur la dette? Ça m'est venu en tête, cette chose-là, et avec un peu d'effroi à dire. Pensé, oui, on l'a discuté. Est-ce que c'est réel, ça? Il y avait aussi des déclarations des officiels européens qui faisaient allusion à ça. De manière de faciliter un petit peu un pays. On ne peut pas à la fois régler deux crises, des trucs comme ça. Mais quand même, il faut, selon le gouvernement et nous, moi en tant que personne, séparer les deux crises, les deux questions. Parce que, d'abord, nous avons besoin d'une espèce de solidarité aussi à la question de la crise économique, des mémorandums. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Ça devient une on n'a pas parlé de cet arrière-fond-là, mais ça devient de plus en plus explosive. Alors, nous avons aussi besoin de solidarité. Un dernier mot, je pense que Mme Merkel, ce qu'elle paye maintenant, c'est la manière avec laquelle les Allemands ont comporté envers les pays du Sud, et notamment avec la Grèce, quand la crise économique a éclaté. Parce que la manque de solidarité, les égoïsmes nationaux, le fait qu'un pays gagne au détriment des autres, voilà, après, la leçon donnée à tous les pays européens était de s'occuper
C'est vrai, alors, mais est-ce qu'on a le droit de dire aussi qu'à l'époque, si la gauche européenne avait su s'unir à un moment pour essayer de constituer un front solidaire à l'égard de la position qui était adoptée par l'Allemagne et qui était une position, j'allais dire, cohérente par rapport... Madame Merkel a été une élue de droite qui est venue avec un programme de droite et qui a continué en Europe à essayer de mettre en place ce programme libéral au sens... Bon, peut-être que la gauche a là des questions à se poser sur son incapacité à ce moment-là à pouvoir faire ce qu'on voit avec Cameron en Angleterre, c'est-à-dire que Cameron arrive à peser sur les politiques en imposant un chantage. Et comment se fait-il qu'à l'époque, à l'époque où la Grèce était dans une grande souffrance et où Syriza est arrivé au pouvoir, comment se fait-il qu'on n'ait pas On n'est pas réussi. C'est juste pour on qu'on se a batte. essayé de faire des alliances. C'est bien Il aussi. faut adresser la que Madame question Merkel. à Sylvie, mais je pense, Ouais, plutôt qu'à moi. hein. Excusez-moi, mais il me semble quand même me souvenir qu'il y a un bon mois particulier de crise où du coup le soutien de la France et du président Hollande était particulièrement utile. Son implication. Oui. À la oui. fin, Mais c'était à Mais la pourquoi fin. il était seul. On repart sur un autre débat. Il a été seul. Non, mais oui, juste mais c'est sur la important. question, Oui, bien sûr, Pascal, bien sûr, sur la bien question, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand il s'agit de solidarité financière, tout le monde fait oula, Pourquoi on regarde ailleurs? c'est parce que justement, je pense qu'un certain nombre se sont dit, ça peut m'arriver à moi. Donc cette question de solidarité financière, bon, il ne faut pas trop que je joue avec le truc parce qu'on ne sait jamais. Là, tout le monde s'en fout. Il s'agit d'intégrer des gens, Non, mais de je faire en suis sorte. d'accord. Donc c'est chacun pour soi dans ces cas. Tu vois, la situation est quand même un peu différente. Alors, ça peut t'arriver à toi ou pas. Voilà. Oui, non, mais bon. Alors, Sylvie Guillaume le disait tout à l'heure, le Parlement là-dedans. Alors, j'allais dire, au point où on en est, qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut évoluer et comment peut peser précisément le Parlement, sachant qu'effectivement, on l'a entendu ce matin, la volonté des députés telle qu'elle s'est exprimée ne va pas dans le sens effectivement de ce qui s'est passé en début de semaine à Bruxelles. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Parce que clairement, c'est ouvert tout ça, hein, on ne peut plus ouvert. Pour être ouvert, Oui, sauf, bah oui, sauf oui, pour oui. les Parce que frontières, non. Oui, sauf oui. les frontières qui elles sont fermées. L'Europe est en train de se transformer en forteresse, mais les solutions disparaissent. Non, je pense qu'on risque de rentrer dans une logique de conflit politique. Et personnellement, je l'espère. C'est-à-dire que j'espère jamais un conflit politique. Mais le Parlement est en train de défendre des positions et défend des positions qui sont celles de l'intérêt général européen et essaye de remettre au cœur de l'Europe ces principes de solidarité et d'assistance. On voit que ça va être très très compliqué, que le Conseil, donc les États, essayent de s'affranchir, et Sylvie a eu parfaitement raison de dire tout à l'heure qu'Angela Merkel, elle a négocié en direct avec le président turc et avec le premier ministre des Pays-Bas, parce qu'il préside le Conseil actuellement. Mais rien ne s'est passé de manière collective. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut que le Parlement européen joue son rôle et dise non. Et donc il va falloir que l'on se mobilise. Après, il faut aussi trouver des majorités au Parlement européen. Ça, c'est un autre. C'est ce que j'allais dire. C'est un autre Parce que sujet. là, on a des échéances, on en parlait il y a quelques minutes. Mais vous savez, on n'a pas réussi à avoir ne serait-ce qu'un débat à l'époque sur le Danemark qui était en train de confisquer les biens des réfugiés quand les réfugiés entraient, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'Europe. Jamais. Et on n'a pas réussi. Si, mais dans de très mauvais le jour de exemples. l'anniversaire de Très mauvais exemples. Exactement. Ouais. Voilà l'Europe aussi. Et quand vous disiez tout à l'heure que l'Europe a des vitesses séparées selon qu'on est hongrois, polonais, ou en gros selon qu'on est de droite, ou selon qu'on essaye de porter une alternative en Europe, ce qu'essayent de faire les Grecs, clairement, il y a deux visions qui s'affrontent. Donc là, il faut que le Parlement essaye de reprendre la main. Sylvie Guillaume là-dessus, oui. Deux choses. Je suis parfaitement d'accord avec cet aspect-là, parce que je pense que vraiment on est dans une phase de crash test. Il y a eu le crash test bancaire et tout ce qui s'est passé au moment de la crise financière et économique. On a vécu les choses, je ne suis pas sûre que ça soit complètement terminé, mais en tout cas, pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, la solidarité, c'est quand même globalement organisé. Là, on Là, est ce dans sont quelque des chose hommes, où il des n'y a femmes et des enfants. absolument rien de C'est moins grave, c'est solidaire. pas de l'argent. Tout à l'heure. hein. Il n'y a pas de l'argent. absolument rien de solidaire, de partagé, de co-responsable, alors qu'il s'agit de personnes. C'est ça. Donc, à un moment donné, le crash test, il va être quelque chose de totalement Bien sûr. déterminant Bien sûr. pour l'avenir de l'Europe, de ce qui se passe ensemble, du fait que simplement de savoir ce qu'on fait encore Bien ensemble à 28. La deuxième chose que je voulais ajouter dans tout ça en termes de pistes de réflexion, c'est qu'on parle de la responsabilité du Conseil et de la Commission. On voit que ce n'est pas tout à fait la même chose et que
fil à tirer ne sont pas tout à fait les mêmes. On parle du rôle du Parlement et moi je partage ce que Célio et Pascal ont dit. Je pense que le Parlement a vraiment son rôle à jouer et qu'il faut qu'on y aille en poussant des épaules et poussant des coudes. Troisièmement, ayons en tête qu'il y a une question de légalité des accords qui sont en train de se passer. Moi, je ne parierai pas à ce stade. J'ai été responsable de l'examen de la réforme de la directive procédure d'asile pendant le précédent mandat. Je peux quand même vous dire que globalement, si on regarde un peu dans les coins, on n'est pas tout à fait au cordeau. Absolument. Dernière chose, il y a quand même des cours qui existent dans l'Union européenne. Il y a des cours qui vont regarder un certain nombre d'éléments de ce qui se passe dans cette situation. Et je ne parierai pas à ce stade que les cours soient totalement d'accord avec ce qui est en train de se passer. Un mot, Stelios, pour clôturer ce passionnant débat dont je vous remercie. Allez-y. Juste un petit mot par rapport au Parlement, justement. La conclusion grecque. Efraristopoli. J'espère que le cours dont celui vient de mentionner n'attaque encore une fois la Grèce en disant que c'est la Grèce et la Turquie qui violent les lois, tandis que les autres jouent le Pontius Pilate. C'est ça. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt. Au revoir, merci.